Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, opération épervier au Cameroun. La campagne de lutte contre la corruption lancée par le président Paul Biya vise Jean-Marie Atangana Mebara, l'ancien secrétaire général à la présidence. Il a été condamné à 15 ans de prison ferme pour des faits de malversation présumés. Les discussions entre pouvoir et majorité s'organisent en République démocratique du Congo. Kalev Mouton, le chef de l'Agence nationale des renseignements, a été envoyé par le président Joseph Kabila pour s'entretenir avec plusieurs formations politiques de l'opposition. Et puis au Burkina Faso, le diabète est un véritable problème de santé publique. D'ici 2025, il pourrait se transformer en épidémie. Nous verrons que des associations se mobilisent pour contrer ce fléau. Burundi, le président Pierre Nkurunziza a officiellement déposé sa candidature à un troisième mandat. D'autres se sont également déclarés candidats, notamment le patron de l'ancienne rébellion FNL, Agathon Rwasa, de même que Jean Minani, le président du parti Frodebou Yakouri. Plusieurs figures de l'opposition envisageaient de renoncer à se présenter, comme pour l'élection de 2010, si l'actuel chef de l'État maintenait sa candidature. La fin du dépôt des candidatures est prévue quant à elle pour ce samedi 9 mai. Reprise du procès de l'ex-secrétaire général de la présidence Jean-Marie Atangana Mebara au Cameroun. Il est accusé de détournement de fonds dans l'achat d'un avion présidentiel. Rappelons que le Cameroun a lancé depuis 2001 l'opération Épervier pour lutter contre la corruption. Quel bilan tiré de cette opération? Élément de réponse avec Ibrahim Ndiaye. En prison depuis 2008, le procès de l'ex-secrétaire général de la présidence Jean-Marie Atangana Mebara a repris cette semaine au Cameroun. Condamné à 15 ans de prison ferme dans le premier volet de l'affaire de l'achat manqué d'un avion présidentiel, il est accusé d'avoir détourné près de 5 millions de dollars destinés à l'équipement de l'avion présidentiel. Des faits qui remontent à 2001 lorsque Jean-Marie Atangana Mebara était secrétaire général à la présidence. Tous les justiciables, y compris les anciens collaborateurs du chef de l'État poursuivis dans le cadre de l'opération Épervier, doivent pouvoir bénéficier de la présomption d'innocence. Le Cameroun a lancé depuis 2006 une opération nommée Épervier pour lutter contre la corruption. Presque 10 ans après, pour de nombreux Camerounais, le bilan de cette action reste mitigé pour plusieurs raisons. Le bilan de l'opération Épervier au Cameroun est impressionnant en termes de chiffres, de nombre de dirigeants, membres du gouvernement qui se retrouvent en prison, soupçonnés d'avoir détourné de l'argent public. Il y a un ancien premier ministre, il y a deux anciens secrétaires généraux de la présidence de la République et plusieurs ministres, plusieurs directeurs généraux. Donc en termes comptables, on peut dire que le pouvoir public ou le président de la République a fait véritablement un coup de pied dans la fourmilière. Maintenant, ce qui est compréhensible, c'est que malgré le lancement de cette opération, qui est une opération d'assainissement des mœurs publiques, la situation globale du pays ne change pas. Et puis il y a d'autres dirigeants qui ne sont pas inquiétés et les procès perdurent. Donc on n'a pas l'impression qu'il y a une ligne directrice avec l'objectif final d'éradiquer la corruption, la grande corruption publique au Cameroun. Il n'y a pas le retour de l'argent détourné dans les caisses de l'État en vue de réalisation des projets de développement. La reprise du procès de l'ancien secrétaire général de la présidence Jean-Marie Atangana Mebara est fixée au 21 mai 2015. D'autres personnalités comme Marafa Amidou Yaya, ancien secrétaire général à la présidence et ancien ministre de l'administration territoriale, mais également l'ancien patron de la Camer, Yves-Michel Fotso, qui ont déjà écopé de 25 ans de prison, sont concernés par la procédure. Par ailleurs, Edouard Etondé Ekoto, ancien délégué du gouvernement auprès de la commune urbaine de Douala, condamné en première instance, a passé 7 ans derrière les barreaux avant d'être innocenté par la Cour suprême le 30 avril 2014. En République démocratique du Congo, le pouvoir tend la main à l'opposition pour l'ouverture d'un dialogue politique. Différentes tendances de l'opposition ont été consultées, à l'instar de l'UDPS, l'UNC, ainsi que d'autres groupes parlementaires congolais. Les explications d'Ibrahim Ndiaye.
Vers une reprise du dialogue politique en République démocratique du Congo, un émissaire du président Joseph Kabila, le chef de l'Agence nationale des renseignements Kalev Mounton, a rencontré différentes plateformes de l'opposition depuis le début du mois de mai 2015. Une première prise de contact qui pourrait amorcer l'ouverture de pourparlers entre pouvoir et opposition. Le chef de l'État a prouvé encore, comme d'habitude, qu'il est un homme d'ouverture, un homme de la paix. Et il a amorcé des démarches pour que tous les fils et filles du pays se retrouvent autour d'une table, que nous puissions trouver des voies et moyens pour amener toujours notre pays au chemin de la paix. Et ça éviterait des désordres. On a commencé le préparatif pour les élections et il y a différentes personnes pour X raisons qui n'acceptent pas ces élections. Et encore une fois, le chef de l'État a écouté ces gens-là et il a demandé à ce qu'on puisse approcher le chef de parti politique pour qu'ensemble on se mette autour d'une table. Cette première approche est un pas vers l'organisation d'un dialogue inclusif tel que recommandé par l'accord global d'Addis Abeba. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, de son côté, invite à présent les autorités à ouvrir concrètement le débat en matière d'organisation des futures élections. À ce stade, nous ne pouvons pas parler d'un dialogue, mais peut-être d'une prise de contact, quitte à voir plus tard si effectivement ça va aboutir à un dialogue. Il est trop tôt pour en tirer des conclusions. Et on devra voir aussi la sincérité de la démarche. En tous les cas, s'il y a des discussions à mener, ce seraient des discussions dans la perspective des élections, afin d'avoir des élections apaisées dans les délais constitutionnels et crédibles. Pour leur part, l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, et le mouvement de libération du Congo, MLC, disent attendre du chef de l'État son point de vue sur la contre-proposition transmise à la Commission électorale nationale indépendante. Ces partis s'interrogent toujours sur la pertinence du calendrier électoral qui prévoit d'organiser 7 scrutins en 1 an et demi. De nombreuses entreprises du continent s'intéressent de plus en plus aux jeunes diplômés. Plusieurs groupes panafricains investissent dans des formations ou encore dans les métiers de la finance par exemple. Un secteur motivé par le taux de croissance élevé de nombreux pays africains. Les précisions de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. La plupart des pays africains connaissent un taux de croissance élevé, une croissance attirée par l'investissement public. Cependant, le secteur privé africain est marqué par le succès d'opérateurs économiques répondant aux standards internationaux. De grands groupes et des banques panafricaines se sont imposés dans divers domaines d'activité. Ces bâtisseurs de l'économie africaine constituent des modèles dont doivent s'inspirer les jeunes Africains pour réussir en affaires. L'un des éléments principaux de la réussite des entrepreneurs, c'est la formation. On déniche quand même des jeunes qui sortent des écoles et tout ça, machin. On leur envoie en formation. L'année passée, j'ai financé pour $1 million de formation pour les jeunes africains. Pour qu'ils rentrent, ils comprennent qu'est-ce que le métier du trading, parce que c'était réservé rien qu'aux Européens. Aujourd'hui, on ne voit pas aujourd'hui, quelqu'un, même des sociétés comme des Trafigura, des Glencore, financées pour ces jeunes Africains, non. Plutôt d'aller dans la rue, nous, on prend ce qu'on gagne sur le marché africain, on reverse ça dans le cadre du capital des ressources humaines africaines. L'une des conditions de la réussite des bâtisseurs de l'économie africaine, c'est l'accès au capital. Un entrepreneur, une PME ou une grande entreprise ne peuvent se développer sans les ressources financières. Des places financières se modernisent pour mobiliser les ressources nécessaires à l'émergence de l'Afrique. Le Maroc fait figure d'exemple avec Casablanca Finance City, qui se constitue comme la tête de pont de l'investissement en direction de l'Afrique de l'Ouest. Casablanca Finance City est un outil pour drainer des capitaux vers l'Afrique pour permettre d'accélérer la croissance en Afrique. On sait que le moteur de la croissance, ça reste souvent le financement. Donc nous essayons modestement dans notre Casablanca Finance City de jouer sur un petit rôle d'accélérateur de la croissance en drainant des capitaux conséquents, significatifs vers le continent. Le secteur privé africain doit être l'un des moteurs de la croissance durable et inclusive en Afrique. Cela passe par l'intégration africaine et le développement des réseaux d'affaires. C'est ainsi que les jeunes entrepreneurs, avec l'appui de mentors, pourront prendre la relève du leadership économique sur le continent africain.
L'actualité économique, c'est également le taux de croissance de la zone CEMAC qui devrait enregistrer une croissance économique de 2,2% en 2015 selon le Fonds monétaire international. Cette prévision est largement inférieure à celle annoncée fin mars par la Banque des États de l'Afrique centrale, en l'occurrence 4,2%. Selon les analystes, la chute des prix du brut n'a pas eu d'effet sensible en 2014 mais devrait peser sur l'activité économique cette année. Rappelons que la CEMAC compte 6 pays, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad, tous des producteurs et exportateurs de pétrole, excepté la Centrafrique. Campagne de sensibilisation et de prévention du diabète au Burkina Faso. La maladie est un véritable problème de santé publique. 5% des Burkinabés décèdent de cette cause chaque année, raison pour laquelle des associations et des professionnels de la santé misent sur un dépistage précoce, comme nous l'explique ce reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Le diabète est un problème de santé publique au Burkina Faso. Sur une population de près de 18 millions d'habitants, 5% meurent chaque année de cette maladie, selon l'Association burkinabé d'action contre le diabète. D'après les estimations, d'ici 2025, le diabète sera une épidémie au Burkina Faso. Et pourtant, cette pathologie ne figure pas sur la liste des maladies dites prioritaires dans le pays. C'est un fléau qui a une grosse répercussion parce que ça rend les gens handicapés. Donc ils ne peuvent plus participer à la production de manière efficace. Deuxièmement, ça grève le budget de la santé. Et troisièmement, c'est un problème qui peut avoir une origine familiale. Au Burkina Faso, les maladies prioritaires sont celles infectieuses et parasitaires, comme le paludisme ou encore le sida. L'association de lutte contre le diabète est convaincue que la prévention aidera à lutter efficacement contre cette maladie. Aussi, mise-t-elle sur le dépistage précoce pour y arriver. Il faut que les gens soient informés sur le diabète. Ça, c'est important. Il faut faire beaucoup de publicité et montrer le caractère dangereux de cette maladie liée à ses complications et qui risque donc de conduire à une mortalité. Selon la Fédération internationale du diabète, la maladie touche actuellement 300 millions de personnes dans le monde, dont 80% en Afrique. En 2030, l'affection pourrait concerner 438 millions de personnes dans le monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.